passe très vite l'heure. Eh bien, nous voilà de retour dans les locaux de Radio-Télévision Fanfan Musique. Auparavant, on a reçu l'artiste Jean-Michel Galva du côté de la Martinique. Et là, aujourd'hui, on va parler justement de la crise sanitaire, un débat avec l'association Imana. Alors, on va présenter d'abord ceux qui sont, vous voyez déjà sur le plateau, hein. Alors, on donne la parole à celui qui est élu justement sur la ville d'Épinay, M. Chafaoui, adjoint maire de la ville d'Épinay. Bonjour, M. Chafaoui. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être à nouveau présent ici à Fanfan Musique pour ce débat qui, je pense, sera très très riche, très intéressant. Voilà. Parce que je l'entends pas, c'est pour ça que je demande. Ah, d'accord. Voilà, à tes côtés, il y a monsieur qui va se présenter, hein. Oui, bonjour à tous, bonjour Jean, bonjour Messiri, Messamudi. Peut-être vous me connaissez, je suis médecin hospitalier, spécialiste de la gériatrie. On a combattu la première vague, la deuxième vague et peut-être la troisième vague. Donc j'ai beaucoup d'expérience sur la prise en charge de la Covid-19. Voilà, vous enseignez dans quel hôpital de Paris? Je suis de la PHP. PHP. Voilà, ensuite, à côté de M. Chafaoui, hein, il va se présenter. Oui, alors bonjour, moi je suis Onlouis, le président de l'association Imana et je suis de l'île d'Anjouan. D'accord. On va commencer par la présentation justement de l'association Imana, hein, et leurs fonctions. D'accord. Alors, l'association Imana est une initiative des jeunes d'Anjouan, du coup, qui ont voulu en 2020 intervenir pour solutionner, résoudre quelques problèmes qui étaient déjà apparents depuis quelques années aux Comores. Donc, on a vu le jour en mai 2020. Comme par hasard, c'était la pleine période du premier vague de Covid en France. Ça nous a quand même permis d'étudier le terrain aux Comores, parce que c'était une maladie qui n'était pas encore présente aux Comores. Mais ça nous a aussi retardé, parce qu'on n'a pas pu intervenir un peu partout, parce qu'on est vraiment une association de l'île qui veut vraiment intervenir sur toute l'île. Du coup, la maladie nous a empêché d'étendre notre aide sur l'île, parce qu'on intervient sur 3 domaines. Le domaine alimentaire, c'est-à-dire qu'on distribue des repas à l'hôpital. On intervient aussi avec des partenaires sur place, sur la gestion des déchets. Et on a un gros projet, qui est le reboisement et l'autosuffisance alimentaire. Alors, ce sont les objectifs justement de l'association. Voilà. On va donner aussi la parole à M. Chefaoui, qui est adjoint maire de la ville d'Épinay, hein. Alors, il va nous parler un petit peu du Covid-19, hein, parce qu'il a été atteint justement de cette maladie, hein. Alors, M. Chefaoui, alors quels sont les symptômes, quelles sont les choses justement que tu as plus ou moins eues par rapport au Covid-19, hein? Alors, personnellement, j'ai été touché par le Covid-19, comme beaucoup de nos compatriotes. Je dirais très rapidement, au mois de mars, tout de suite après les élections, et pour cause, la campagne électorale, le Covid n'était pas encore vraiment présent, connu, ainsi de suite. Donc pendant la campagne électorale, on était les uns avec les autres, les uns contre les autres, je dirais. Et c'est là où une grande partie des élus de la liste d'aujourd'hui ont été touchés, à commencer par notre maire, Hervé Chevreau. Il a été hospitalisé 2 semaines quand même. Et moi, personnellement, c'est pareil. J'ai été touché, grande fatigue, de la fièvre à 39, 40, en frise avec les 40. Et ça a duré 2 bonnes semaines où j'étais complètement, à l'horizontale. J'étais à l'horizontale. C'est-à-dire que j'avais la force de rien faire, même pas mettre comment on appelle ça, les sachets. Les sachets. Voilà. Le Doliprane, pour ne pas leur faire de la publicité, le Doliprane, avoir le courage de mettre un Doliprane dans un verre d'eau, c'était au-dessus de mes forces. Et ça a duré pendant 15 jours.
Et à la fin de la journée, je me rendais compte que je n'avais pas mangé, moi et mon épouse, parce qu'on a été touchés tous les deux. À la fin de la journée, il me dit, mais on n'a pas mangé, on n'a ni pris le petit déjeuner, ni le midi. Et ça ne nous manquait pas. À la fin de la journée, on a dit, ah, mais mince, on n'a pas mangé à midi, on n'a pas... Ça a duré 2 semaines. Bon, grâce à Dieu, c'était beaucoup moins compliqué que certains qui ont été hospitalisés et mis sous oxygène. À un moment donné, lorsqu'on a atteint les 40 degrés de fièvre, j'ai appelé le SAMU, parce que j'ai dit on ne va pas se laisser mourir. J'ai appelé SAMU qui m'ont posé un tas de questions. La question la plus importante, c'est avez-vous des problèmes de respiration? Alors, on n'en avait pas, grâce à Dieu. On n'avait pas de problème de respiration. On avait tout, pas envie de manger, etc. On était complètement fatigués, mais on n'avait pas. Alors, ils nous ont dit restez chez vous avec du Doliprane. Et si au moindre problème de respiration, n'hésitez pas à nous appeler pour qu'on vienne vous hospitaliser. Bon, grâce à Dieu, on n'a pas eu ce problème. Donc, on a un petit peu échappé à cette hospitalisation. Voilà ce qu'on a ressenti, et c'était un peu autour de nous. Beaucoup d'élus ont été touchés, et il y en a qui ont été jusqu'à la mise sous oxygène. Voilà le Covid. Alors là, ma question justement pour le docteur Mohamed, c'est bien ça? Didier, voilà. Alors quels sont les premiers gestes justement lorsqu'on a atteint du Covid-19? J'espère qu'il y a des journalistes qui écoutent. J'ai déjà rassuré mon voisin. Selon les études, il y a 80% de la Covid, c'est une forme bénigne. Donc c'est des petites choses, mais ça dure longtemps. Moi, je voulais juste cibler aux enjournés parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens comme ici en France. Donc on peut lutter contre la Covid avec des gestes entre guillemets simples. Il n'y a pas de médicaments, je répète encore une fois, curatifs. Il n'y a pas de médicaments. Donc si vous faites les gestes barrières qu'on vous dit, vous pouvez échapper à la Covid. Donc il faut faire attention. Il y a peu qui deviennent malignes. Et malheureusement, si vous prenez la forme maligne, en juin, ça m'étonnerait qu'ils ont le SAMU, ils ont les respirateurs, ils ont l'oxygène. Donc ça, il faut mettre ça à côté. Malheureusement, c'est un pays pauvre. Donc mettez le paquet encore une fois sur les gestes barrières. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a aucun médicament qui est efficace. Donc voilà, vous avez les gestes barrières à faire. C'est tout. Alors si je comprends bien, le Covid-19, il n'y a pas justement une durée de contamination? Alors, en théorie, vous êtes en contact avec quelqu'un, vous avez à peu près ce qu'on appelle un délai d'incubation de 3 à 5 jours. Donc le contact, et le premier signe, c'est 3 à 5 jours. À partir du premier jour de symptômes, vous attendez 7 jours, parce que c'est à partir de 7 à 10 jours que normalement vous faites la forme maligne, mais ce n'est pas à 80%. Donc normalement, à 80% des cas, vous restez là. Mais si vous passez de 7, vous attendez, vous surveillez. Mais ça, s'il y a des médecins en journée veulent que je donne des techniques, oui. Il faut dépasser le délai de 7 à 10 jours. Si vous passez le 7 à 10 jours, c'est bon, voilà. Mais si à partir de 7 à 10 jours, vous commencez à avoir des difficultés à respirer, ce qu'on appelle en médecine la dyspnée, après il y a d'autres techniques, comment on mesure le manque d'oxygène, parce qu'on prend des saturomètres, vous voyez à la télé, ça c'est à partir de là, il y a des médicaments, actuellement, il y a la corticothérapie qu'on fait en France ou dans les pays développés, mais ça m'étonnerait qu'en juin, ils ont ce qu'on appelle la dexaméthasone pour ça. Ils n'ont pas des services de rien. Donc, encore une fois, restez avec les gestes barrières. Tout est expliqué sur Internet. Donc, ne comptez pas sur un médicament je ne sais pas ça va venir d'où le médicament. Il n'y a pas de médicament. Les gestes barrières sont efficaces, c'est prouvé partout, dans tous les articles, toutes les publications internationales, les gestes barrières, les gestes barrières, les gestes barrières. Il y a le vaccin, mais le vaccin, ça m'étonnerait qu'en juin où l'Afrique en profite, parce que même ici en France, il n'y en a pas beaucoup pour tout le monde. Donc voilà, donc gestes barrières et gestes barrières. Est-ce qu'il y a des personnes justement qui ont le Covid-19, ils n'ont pas de symptômes comme la fièvre?
ce qu'on dit, mais c'est peu. Il y a C'est peu. ce qu'on appelle la forme asymptomatique. Mais le souci, c'est qu'il faut poser les questions aux gens. Je suis sûr que quand vous prenez les gens soi-disant entre guillemets asymptomatiques, vous les posez les questions, il y a toujours quelque chose. Il y a le nez qui coule, manque d'odorat, le goût, voilà. Donc, mais il y a toujours... il faut moi, pour Enjouan en tout cas, je ne dis pas en France, mais Enjouan, mettez le paquet sur les gestes barrières. Vous n'avez pas les moyens d'avoir les respirateurs, le saturomètre, je ne sais pas, plein de choses, mais vous n'avez pas de service de RIA, vous n'avez pas d'assistant ventilatoire. Donc, mettez le paquet sur les gestes barrières, mettez le paquet. C'est une maladie, malheureusement, il ne va pas disparaître. Il va rester là, avec nous, comme la grippe. On espère que l'Afrique va avoir des vaccins, mais pas tout de suite, parce qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Est-ce que vous ne pensez pas justement que la grippe qui fait des milliers de morts chaque année, hein, comme quoi on n'en parle pas, maintenant c'est au pré-mort, hein, et on parle beaucoup du Covid-19 hein. Alors, les gestes barrières, ce qu'on voit dans les publications, les gestes barrières ont fait baisser la grippe. Je travaille aux urgences, je ne vois pas beaucoup la grippe. Mais la grippe ne tue pas, entre guillemets. Au niveau la proportion, il y en a moins par rapport à la Covid. Donc, on peut en voir la grippe, mais vu avec les gestes barrières, ça traite aussi la grippe. Donc, il y a peu de grippe. Est-ce que, parce qu'il y a pas mal de questions que les gens se posent, est-ce qu'on peut différencier la grippe par rapport au Covid-19 ? Au début, non, mais aux urgences, on fait des tests, on fait des prélèvements comme comme la PCR, on fait des prélèvements et on fait des tests. On a la grippe A et B sans problème. Sans problème. Alors, je vais poser la question justement à l'association Imana. Hein. Alors, on va parler de l'association Imana, on a parlé des fonctions, des objectifs. L'hôpital Bambao. Alors, quelles sont les choses qui manquent justement à l'hôpital Bambao ? Alors, selon les retours qu'on a pu avoir, aujourd'hui, l'hôpital de Bambao est un hôpital flambant neuf qui a été livré aux Comores sous l'ancien président du coup des Comores. C'est surtout aujourd'hui le personnel ou une coordination. Parce que lorsqu'on regarde, vous avez un super beau hôpital. Voilà, il manque des équipements. En fait, les équipements, non. Mais en fait, c'est le personnel, du coup, pour faire fonctionner. C'est-à-dire que c'est un hôpital depuis qu'il a été livré, c'est-à-dire que les travaux sont terminés, qui n'a jamais ouvert ses portes. Si je comprends bien, il y a un manque de fonctionnement. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il se trouve, c'est-à-dire qu'on a du matériel dedans qui n'a jamais été testé, on a du personnel qui est peut-être sur place, mais qui n'a jamais été formé sur le matériel qui est sur place. Donc, c'est quelque chose déjà de vraiment problématique. Mais ça, c'est une parenthèse. Maintenant, l'hôpital a été ouvert seulement pour accueillir les malades du Covid qui sont jugés graves, qu'on n'arrive pas du coup à gérer vu la capacité d'accueil de l'hôpital de Hombo. Alors, comment se pratique justement les soins, puisqu'il y a un manque du personnel ? Oui, alors avec le manque de personnel, ils ont quand même réussi à structurer, c'est-à-dire que il y a un dispensaire à Moutsamoudou. Oui. Et du coup, en fait, les gens, quand ils ont du coup les symptômes, ils vont faire leur test là-bas. À l'issue de ça, si le test est positif, que la personne a vraiment les symptômes aggravés, du coup, il est envoyé directement à Bambao. Du coup, il y a l'ambulance du coup qui achemine. D'ailleurs, petite parenthèse, le personnel manque du coup de masques, blouses et tout l'équipement nécessaire du coup pour le transfert des malades à Bambao. Après le traitement, après la partie... Sans interrompre, chose que j'essaie de comprendre, oui. Les dispensaires sont sous-équipés, mais soutenus par un programme européen, principalement financé par la France. Alors pourquoi ce manque justement d'équipement, de personnel, tout ce manque que vous avez justement à l'hôpital ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, même s'il y a une aide de la France, ça va être une aide financière. Et du coup, en fait, c'est pas l'argent qui va soigner les gens. Aujourd'hui, c'est le personnel du coup compétent qui est formé pour agir.
Est-ce que vous demandez aux retraités, qui sont déjà retraités, médecins, anesthésistes, de donner des formations justement aux très peu de personnels qui sont sur place? Ça serait un plus parce que ça serait vraiment un accompagnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à un problème que les Comores n'ont jamais connu. C'est-à-dire que là, ça doit vraiment nous réveiller, être conscient que les choses doivent changer. C'est-à-dire que tout le monde doit mettre un peu de son temps, de son énergie pour faire changer les choses. On ne peut pas y arriver si retraités, les jeunes, si les cadres du coup comoriennes, que ce soit de la diaspora ou ceux qui vivent là-bas, n'interviennent pas. Alors, qu'est-ce que vous pensez mettre en place? Quelles sont les choses, plus ou moins, vous avez déjà fait appel et qui ne sont pas encore parvenues, justement? En fait, nous, aujourd'hui, on est une association qui existe depuis, ça fait même pas un an. C'est-à-dire qu'on a on a réussi à réveiller vraiment et à conscientiser un peu la diaspora, ceux qui nous suivent aujourd'hui. Et du coup, en fait, les choses qu'on pourrait faire, c'est vraiment l'engagement de la diaspora vis-à-vis du coup de leurs frères ou même de leur pays. C'est ça qui changerait vraiment la donne là-bas. Parce qu'aujourd'hui, nous, on va agir sur des points qu'on a cités du coup, mais sans aide, sans accompagnement, sans de subvention. Pour l'instant, on n'a pas ouvert la porte des subventions parce qu'il y a certaines conditions à respecter pour pouvoir du coup avoir des subventions. Et du coup, c'est des choses qu'on étudie. Mais avant même qu'il y ait des subventions, il faut déjà qu'il y ait un élan de générosité et de fraternité de la part de la diaspora comorienne. Comment ça se passe justement le centre de radiologie lorsque un patient vient au centre de radiologie pour effectuer justement une radio? Est-ce que, parce que j'ai regardé certaines choses justement en vidéo sur YouTube, il y avait justement un parent qui est venu amener son enfant parce qu'il a eu une jambe qui était cassée. Il fallait qu'il ait une haltère et ensuite aller travailler pour pouvoir ramener l'argent pour pouvoir soigner son enfant. En fait, déjà pour répondre à cette question, déjà quand on arrive à l'hôpital, il faut savoir qu'aux Comores, c'est pas comme en France, tout est payant, tout, absolument tout. C'est-à-dire que on va arriver, on va payer le médecin, on va payer pour les médicaments. S'il y a des outils, un bandage à faire, en fait, on paye tout. Et si on a en plus le malheur d'avoir un accident grave et que du coup tu es hospitalisé, tu dois aussi du coup subvenir à ton alimentation, manger. C'est-à-dire c'est une des choses du coup qu'on a mis en place du coup avec l'association à notre niveau. Du coup, c'est d'apporter du coup, on peut pas payer la partie médicale qui revient du coup à l'État, mais du coup d'apporter de quoi manger à tous ceux qui sont admis à l'hôpital. Pour répondre du coup à la deuxième question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mis à part ce problème-là de payer, on a un problème vraiment où on n'arrive pas à structurer les choses, ou quand c'est structuré, ça ne va pas jusqu'au bout. Et c'est ça qui fait que... Et pourquoi ce problème, justement, vous n'arrivez pas à structurer justement lorsqu'il y a un problème? En fait, c'est soit une organisation, aujourd'hui, c'est-à-dire c'est l'organisation peut-être à revoir ou des partenaires fiables. C'est-à-dire que là, vous avez parlé de l'aide que la France envoie. C'est-à-dire qu'on est au courant qu'une ONG ou une aide qui arrive, c'est une aide qui va arriver selon un temps. C'est-à-dire qu'ils vont arriver pendant 1 ou 2 ans. Du coup, les choses vont structurer. Mais derrière, quand il n'y a pas de structure interne, insulaire qui se met en place, du coup, en fait, au bout de quelques années, après l'aide, on va retomber sur les mêmes habitudes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, à notre niveau, déjà dans les domaines où on intervient, on veut structurer avec des partenaires vraiment des partenaires locaux qui bossent sur place pour pouvoir vraiment emmener une solution à long terme. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des partenaires justement qui sont à vos côtés pour soutenir justement votre association? Oui, alors on bosse en jouant avec l'association des femmes de Moutsamoudou, oui. Du coup, qui est connue au nom de AFAM. Du coup, en fait, c'est nos partenaires là-bas, parce que en fait, eux, ils mettent en place du coup un programme de nettoyage de l'île.
Donc, C'est-à-dire? en fait, on avait, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder un peu les plages aux Comores où c'était, il y avait du plastique, des Oui, j'ai vu. tissus un peu partout, donc ce qui est malheureux. Donc avec la coordination qu'on a pu mettre en place, on a soutenu des actions. On a acheté, par exemple, là, des poubelles, une cinquantaine de poubelles. Alors nous, on agit à notre niveau. En 50, c'est dérisoire pour une commune comme Épinay, mais c'est quelque chose qui est quand même significatif, c'est-à-dire qui commence déjà à donner un peu de souffle du coup au service de la mairie. Donc on collabore avec eux et c'est eux du coup qui nous aident aussi pour la distribution, parce que nous, on n'est pas là pour créer encore une structure, une association sur place, on est là pour faire le pont entre la diaspora Oui. et du coup les partenaires fiables qui veulent vraiment travailler pour l'émergence ou la continuité de l'île. De l'île. Alors, je vais donner la parole justement à M. Chefaoui, qui est maire adjoint de la ville d'Épinay. Hein. En entendant justement tous les propos justement de l'association Imana, hein. Alors, lorsqu'on voit, c'est vrai qu'ici, on a tout pour pouvoir soigner, comme on dit, les personnes. Et il y a beaucoup qui se plaignent, comme quoi, la France, il y a beaucoup de propos. Hein. Et lorsqu'on voit ces pays-là qui sont plus ou moins en train de souffrir, en train de faire des subventions, en train de lutter pour avoir des soins, alors que serait ton mot, justement, M. Chefaoui? C'est clair, hein. C'est clair que, moi je le dis souvent, toutes les personnes qui se plaignent, on a le droit de réclamer, de trouver les choses pas à son goût, mais qui voyagent un petit peu, qu'ils aillent voir ailleurs comment que ça se passe. Et là, ils se rendent compte que c'est le paradis, je dirais, quelque part, sans exagérer. Parce que vous arrivez ici, les premiers soins sont obligatoires. Voilà, les premiers soins, etc. Vous arrivez avec votre carte vitale et vous ne payez rien du tout. Ni matériel, ni médicaments, ni hospitalisation, ni rien du tout. Et on vous prend en charge et les personnes réclament. Bien sûr, c'est bien, mais c'est extraordinaire quand même. Lorsqu'on voit ce qui se passe dans beaucoup de pays, c'est pas exceptionnel, hein, oui. Dans beaucoup de pays où il faut la personne qui est hospitalisée, il faut lui amener à manger, par exemple. Ne serait-ce que ça, vous vous rendez compte? Déjà, vous avez quelqu'un qui est hospitalisé, c'est lourd à gérer, à suivre, etc. Et il faut veiller à lui amener à manger régulièrement pendant toute son hospitalisation. Ne serait-ce que ça. Je ne parle pas de tout le reste qui coûte une fortune. Donc franchement, pas pour dire, mais on est bien lotis ici. Ça c'est vrai, parce que lorsque je regarde en soins intensifs, parce que j'étais aussi en cardiologie, hein, lorsque les gens ils ont fait un malaise plus ou moins dans l'avion, on les amène directement à l'hôpital. C'est vrai, ils sont pris en charge en soins intensifs qui coûtent énormément. Ouais. Ça coûte très très cher. Très, très cher. Une hospitalisation, une intervention de spécialistes, c'est des coûts faramineux pour des familles. Donc voilà. On va poser la question à Didier, qui est aussi en chirurgie pédiatrie. Hein. Ouais. Comment ça se passe du côté, justement, dans l'enseigne où vous êtes? De quoi sur... Tout ce qui est prise de soins par rapport à justement ce qui se passe du côté d'Anjouan. Hein. Alors, pour ceux qui sont pris en charge, les enfants, c'est vrai, comme je disais à M. Chefaoui, on se plaint beaucoup, c'est vrai, mais ici, on peut se dire qu'on est bien lotis. Bien sûr, il suffit juste de passer de l'autre côté, vous allez aux États-Unis. Pays le plus riche au monde. Regardez, ils sont à combien? À 400 000 morts. Donc en France, on est à 80 000. Moi, je suis fier d'être français, il n'y a pas de souci. Même sans être français, vous venez aux urgences, on ne vous demande même pas vos papiers. Vous êtes soigné gratuitement, entre guillemets. Pour la Covid. Les gens qui sont à 80% en télétravail sont payés à 100%. L'État donne, ça coûte des milliards et des milliards. Voilà. Donc ça, je ne vais pas faire de la politique, mais il faudrait que les dirigeants comoriens, à un moment donné, ça fait 50 ans qu'ils sont indépendants. 50 ans qu'ils sont indépendants. Il y a des beaux hôpitaux. J'ai l'impression qu'il n'y a que l'extérieur qui est joli, mais à l'intérieur, il n'y a rien. L'oxygène, il n'y en a pas. J'espère qu'il y a l'électricité quand même. Il y a de l'eau aussi. Voilà. Donc la France n'est pas venue comme ça. La France, après la guerre, De Gaulle est venu, a mis tout ça. Oui. Ça coûte des milliards et des milliards. Et on paye des impôts pour ça. Moi, je suis fier d'être français. Je paye d'impôts. Je sais où vont mes sous.
je suis soigné gratuitement. Voilà, donc à un moment donné, il faut que, entre guillemets, les Africains, moi je me sens un petit peu, mais les Africains se réveillent en disant, la Covid c'est une maladie internationale, entre guillemets. Bien sûr. Donc il faut regarder en juin, c'est la variante sud-africaine qui arrive. Il paraît, j'ai pas de preuves, que même les vaccins commencent à être pas efficaces. Bien sûr, j'ai entendu. Donc ça va venir. Donc ça va venir. Donc mettez l'argent. C'est votre père qui va mourir, c'est votre grand-mère, c'est votre frère. Donc si vous ne mettez pas l'argent dans la santé, dans la protection sociale, malheureusement, et Mayotte va fermer la porte. La Réunion va fermer la porte. Voilà. Alors, il y a pas mal de questions voilà, qui sont posées. Docteur, je vais poser des questions, après on va passer aux autres invités. On parle des femmes enceintes. Est-ce qu'il y a plus de risques ou pas? Tout à fait. Donc, la Covid, ça c'est des théories par des publications. La femme enceinte est un facteur de risque. Les personnes âgées, c'est un facteur de risque. Toutes les maladies chroniques, diabète, insuffisance rénale, cardiaque, c'est des facteurs de risque. Donc, voilà. Donc, si vous faites la forme... c'est un des facteurs qui, nous, en tout cas, on surveille plus les gens qui ont ces facteurs de risque par rapport à quelqu'un qui est jeune de 20 ans. On parle aussi de l'obésité. L'obésité aussi. C'est un facteur de complication. Tout à fait. De risque de faire la deuxième forme, la forme maligne. Alors, quels sont les traitements d'allergie Est-ce que c'est compatible avec le Covid-19 À mon avis, je ne sais pas si le traitement allergique... Au début, on parlait des anti-inflammatoires. Il ne faut pas en prendre parce que souvent, ils ont un rôle anti-immunitaire. Donc, si vous avez une infection et vous diminuez votre immunité naturelle, vous risquez de faire la forme maligne. Donc, il ne faut pas prendre d'anti-inflammatoires, ni de corticoïdes. Voilà. Alors, les gens parlaient justement à un moment, le masque, c'était pas efficace, le masque chirurgical. Après, on a dit qu'il fallait mettre le masque chirurgical. Ensuite, on est passé au masque, justement, tissu. Et maintenant, on entend le masque tissu non efficace et pour protéger. Alors, c'est compliqué. Parce que moi, je suis médecin. Parce que les gens ne comprennent plus. Oui, mais c'est compliqué. Parce que les gens veulent une réponse claire. Il n'y a pas la médecine, on n'a pas de réponse blanc ou noir. La Covid, c'est une nouvelle maladie, on ne connaît pas. On regarde les publications. Et donc, au départ, je comprends les politiques. Peut-être il y avait deux choses. Il n'y en avait pas assez. Il n'y avait pas assez de masques. Donc, au lieu de dire aux gens, il n'y a pas de masque et débrouillez-vous, sinon, ça serait l'émeute à Paris. Donc, il y avait pas donc, au départ, ils ont dit, il n'y a pas de masque, mais il n'y a pas besoin de masque. En fait, non, mais on avait besoin de masque, mais il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Voilà. Deuxième question, est-ce que les masques en tissu sont toujours efficaces? Il paraît dans les publications, les variantes anglaises et sud-africaines, les masques en tissu ne sont pas efficaces. Donc, passer aux masques chirurgicaux de type 2. Après, les FFP2 qu'on met, ça ne sert à rien parce que c'est plutôt quand vous faites des soins en réanimation, quand vous justement, j'allais vous en parler de ça, justement. Les FFP2, déjà, les FFP2, vous en mettez pendant 1 heure, vous avez mal à la tête. C'est vrai. Voilà, des migraines. Voilà. Donc, parce que ça, c'est très, très, très... C'est pour laisser ça pour les professionnels en réanimation parce qu'ils manipulent des gens qui sont malades avec les malades... comment dire ça? Il y a plein de circulation du virus. Donc ça, c'est contagieux. Donc c'est plutôt pour les soignants en réanimation, en maladie infectieuse, aux urgences, mais pas pour les gens de tous les jours. Est-ce que c'est efficace dehors, justement, le masque? Tout à fait. Donc je répète encore une fois, le seul traitement efficace actuellement, c'est les gestes barrières. Masque, lavage des mains et 2 mètres, on part de 2 mètres maintenant, mais 1,50 m, 2 mètres. Voilà. Il n'y a pas d'autre traitement. Alors, quels sont les inconvénients, justement, avec le masque, justement, chirurgical, puisqu'on jette du CO2, qu'on respire, on expire. Alors, quelles seront les conséquences demain, justement, pour les personnes? Au niveau... Parce qu'il y a pas mal de questions, justement, qui est posées. Donc, vous mettez un masque, vous n'êtes pas hypoxémié, vous ne manquez pas d'oxygène. Par contre, si vous ne mettez pas de masque, vous risquez d'avoir la forme maligne et décéder. Donc, dans la vie, à un moment donné, il faut faire une balance, voir quels sont les avantages ou pas. Donc, voilà, ça c'est ma question. Je mets le masque parce que je n'ai pas envie de choper la Covid.
Alors, on parle aussi de moustiques. Peut-on justement être transmis avec les moustiques? Non, non, jusqu'à preuve contraire. Oui, parce qu'il y a beaucoup de questions qui est posées. Non, non, pas moustique. C'est par voie aérienne. Merci. Quelqu'un qui tousse, oui, mais pas les moustiques. D'accord. Voilà. Non, parce qu'il y a beaucoup de questions. Les gens se posent. Non. Ils sont plus ou moins perdus avec le Covid. On parle aussi des écharpes. Est-ce que les écharpes, justement, protègent plus ou moins Non, du Covid-19? non. Ce Non qui plus. protège, c'est les masques, pas d'écharpe. Les écharpes, c'est une masque à tissu, donc il ne faut pas en mettre. Voilà. Vous mettez votre masque, ça coûte pas cher. Écoutez, ça coûte, je sais pas la publicité, ça coûte 7 € la boîte de 50. Donc ça coûte moins cher qu'une boîte de cigarettes. Voilà. Alors, le perte de goût, l'odorat, est-ce que c'est un symptôme justement du Covid-19? C'est un des symptômes, mais c'est pas le plus fréquent. C'est pas le bruit. Non. Alors, les précautions pour faire les courses, est-ce qu'on doit laver chaque fois que justement qu'on sort au marché les courses? Non, même avant la Covid, vous achetez une pomme, il faut laver la pomme parce qu'on met des produits, comment dire ça, les produits chimiques. Donc moi je m'achète une banane, même si ça vient de Martinique, je le lave avant. Mais Je veux dire, on amène de l'eau, on amène du jus, est-ce que c'est possible? non, Non, ça sert à rien. ça sert à rien. Vous le lavez là parce que quelqu'un a touché, vous le lavez de l'eau et c'est bon. Ah oui, parce que je sais que bon, il y a beaucoup de personnes qui me disent ils vont faire des courses et chaque fois qu'ils arrivent avec leurs courses, ils ont justement le corvée de pouvoir laver toutes Ah, non, les mais choses ça, qu'ils ont amenées. c'est l'hygiène de base. Donc, si vous achetez une banane chez je sais pas qui, il faut laver la banane avant de la manger. Une pomme, voilà. Moi, en tout cas, ce que je fais. Alors peut-on être contaminé 2 fois lorsqu'on a eu le Covid-19? Alors, c'est une bonne question. Normalement, vous avez la première, la Covid, la première. On ne sait pas encore si les gens disent, les publications disent c'est 3 mois de délai, d'autres disent 6 mois. Vous ne pouvez pas en refaire une deuxième. Mais la deuxième, la sud-africaine, on commence à avoir peur. Ça n'empêche pas d'avoir la sud-africaine si vous avez la première Covid. Voilà. Donc si vous avez, c'est la théorie, c'est pas encore montré. Si vous avez, moi j'ai eu la Covid la première en novembre, j'avais 3 mois de délai de protection. S'il y avait la sud-africaine, j'ai une probabilité de choper la sud-africaine. Voilà, actuellement c'est les dernières infos qui sortent. Alors il y a des mamans qui posent la question, heureusement qu'ils ont accouché, et demandent est-ce que la transmission via du lait maternel a un risque justement pour leur bébé? Non. Il y a des questions bêtes, mais... Non, c'est pas bête. C'est pas bête. J'ai pas vu d'informations sur ça. Au contraire, la maman, quand vous donnez le lait maternel, il y a des anticorps dedans, ça protège d'autres maladies. Alors, quel conseil justement pour les enfants? Alors, pour l'instant, en dehors de la sud-africaine, parce qu'on dit que peut-être la sud-africaine atteint les enfants. Les enfants, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de cas malignes. On a peur de la deuxième phase, la phase maligne, pas la bénigne. Les enfants peut-être font juste la forme bénigne et ça part tout seul. Mais la maligne, on n'a pas beaucoup vu chez les enfants. Donc, c'est pourquoi l'école n'est pas fermée, du fait qu'il y en a peu de formes malignes. En dehors de toute pathologie qu'on a, il y a peu de formes malignes chez les enfants. On parle justement du groupe sanguin, le O positif. Est-ce qu'ils sont moins touchés ou pas, ces personnes? Ça sort dans les publications. Mais ce n'est pas parce que vous êtes O plus que vous ne mettez pas le masque. Vous voyez, il faut bien préciser. Voilà, vous êtes au plus, c'est vrai, vous êtes un facteur de risque de ne pas choper la forme maligne, mais il faut mettre le masque, faire la barrière, laver les mains. Vous avez un avantage en plus. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes au plus que vous n'allez pas le choper. Alors, on pose comme question, quand est-ce qu'on va sortir justement du code Covid-19? Malheureusement, il faut qu'on vive avec. Je sens que ça va être une maladie chronique comme la grippe. Est-ce que dans 6 mois, on va se faire vacciner encore une fois? Peut-être. Du fait des variantes qui arrivent, la sud-africaine, la brésilienne, etc., etc. Comme on dit, on n'est pas sorti de l'auberge. Tout à fait, mais il faut savoir vivre avec. Le virus fait partie de la vie. Il est là, donc il faut qu'on vive avec.
Est-ce que c'est quelque chose qui était là depuis des années? C'est pas quelque chose qui est venu comme ça? On se pose aussi la question. Oui, mais moi je suis un médecin de terrain, donc pour moi ça c'est pas important. Donc il y a des équipes de Moselle ou dans l'est de la France ont revu des images de scanner. Il paraît il y avait des formes de Covid au scanner avant décembre. Mais ça, pour moi, médecin de terrain, ça change pas grand-chose. Alors, docteur, il y a une question aussi qui se pose. Quel est le suivi justement des malades après la réanimation? Ah, ça c'est le problème actuel. Je crois que j'entends comme vous à la télé qu'il y a des groupes. Déjà je fais un petit point. Le suivi, il y a ceux qui sont positifs. Normalement, il y a un suivi en France par la sécurité sociale. Chez moi, dans 77, on a un autre plateau qui s'appelle Terre et Santé. En plus de la Sécu, il y a des gens qui appellent ceux qui sont positifs. Voilà, pour les suivre. D'accord. Il y a des choses à surveiller, je ne vais pas donner des détails. Après, j'entends qu'il y a surtout la forme maligne. Parce que la forme maligne, il y a une atteinte respiratoire, ça donne des pathologies graves respiratoires et les gens ont du mal à respirer. J'entends des équipes monter, des suivis comme ça, comme vous savez, quand vous avez fait un AVC ou vous êtes paralysé, il y a des soins de rééducation. Peut-être derrière, il y aura aussi des soins de rééducation respiratoire pour ces gens. Oui, parce que les gens qui sortent en Covid, justement en réa, hein, ils ont des soins justement de respiratoire. Tout à fait, oui. Il y a ce qu'on appelle les soins de suite de réadaptation spécialisés dans la respiration. Ces gens-là, ils sont toujours essoufflés, hein, parce qu'il y a ceux que j'ai côtoyés, ils ont toujours l'essoufflement. Ils ont du mal justement à démarrer. Oui, malheureusement. Donc, c'est vrai, si vous voyez les scanners, c'est pourquoi, je répète encore une fois, il faut éviter la forme maligne, parce que si vous voyez les scanners de ces gens, on se dit, mais qu'est-ce qui reste comme poumon normal? Donc, évitez la forme maligne. Donc, il n'y a pas de traitement, ne comptez pas sur un traitement. Donc, éviter la forme maligne, c'est les gestes barrières. Respecter les gestes barrières, c'est long, c'est compliqué, le virus est là, il va rester là. Il y a les vaccins qui arrivent, mais il n'y a pas assez de vaccins pour tout le monde. Donc voilà, éviter la forme maligne. Après, c'est vrai quand on voit les images des gens qui ont malheureusement, c'est malheureux, il y a ceux qui décèdent malheureusement, il y a certains jeunes qui s'en sortent, mais il y aura des séquelles. Alors vous voulez parler de décès, est-ce qu'en prenant justement ce vaccin, il y a eu quand même des décès? Ah oui, c'est compliqué de répondre parce que en statistique, ça peut être aussi le hasard. Vous voyez. Oui. Et donc, écoutez, moi je me suis fait vacciner parce que je suis soignant. J'ai le premier vaccin. Je ne suis pas mort. Je suis là. Vous l'avez fait pourquoi? C'est pour vous protéger, Tout à fait. Vos membres aussi? Ouais, pour éviter que je fasse la forme maligne. Ça, c'est sûr et certain. Le vaccin, les vaccins sont protecteurs à 95%. Donc, voilà. Et il faut se faire vacciner, mais pour l'instant, il n'y a pas assez pour tout le monde. Alors, la dernière question, hein, le virus reste-t-il dans l'air? Non, c'est pourquoi il y a 2 mètres. Et le virus, il n'a pas de ventilateur, il n'a pas d'hélice. Donc si vous crachez, vous toussez, au-delà de 2 mètres, il tombe par terre et il s'en va. Voilà, il ne va pas rester vous suivre derrière, c'est pas possible. Alors combien de temps justement le virus reste lorsque quelque chose a été contaminé? Les publications, chacun donne il y a certains qui disent 4 heures, il y a plein de choses. Mais encore une fois, vous touchez, là je suis sur une table, peut-être il y a le virus qui est sur le micro, mais en sortant, je me lave avec le gel. Les gestes barrières. C'est bon, ça passe, hein, il n'y a pas à avoir. Le virus, il doit être là, il est là, il est parmi nous, mais il suffit de mettre le masque, laver les mains, et ça part. C'est un truc simple. Donc si je cherche à chaque fois où est le virus, moi j'ai pas de microscope pour le suivre. Hein, donc, voilà. Donc on n'a pas de membrane. Non, tout à fait. Voilà, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de membrane, on ne peut pas justement travailler dessus. Hein. Ouais. C'est très compliqué pour les scientifiques. C'est compliqué. Très compliqué. On n'a pas de réponse. Donc on regarde, on lit. Moi je lis tous les jours les publications internationales sérieuses. C'est pas sur Facebook, c'est pas des fake news. Et même le Lancet se trompe. Vous avez eu l'histoire de la chloroquine au début, se trompe. Donc on est des professionnels. S'il y a des traitements, on donne. S'il n'y a pas de traitement, malheureusement, il y a d'autres moyens de faire. En France, on a la chance d'avoir un système de santé au top. On laisse personne sur la route. On fait le maximum. Donc voilà. Comment on peut expliquer justement que ce virus n'a pas de membrane?
De Montbral. Pour voler? Non, pas pour voler, hein. Pour pouvoir travailler dessus, voilà, scientifique. C'est compliqué, c'est très, très compliqué. Un chercheur, il met 30 ans de carrière pour découvrir une partie d'une membrane d'un virus. Vous voyez, c'est pas... Les gens croient que c'est facile comme ça, on met dans un microscope, on voit tout, c'est pas... Ça va, il y a des gens qui travaillent 35 ans dessus pour rien trouver. Le vaccin a été rapide parce que on a eu déjà en 2000, si je ne me trompe pas, 2013, son cousin qui est le SRAS-1. Voilà. Le SRAS-1, donc ils avaient déjà des bases de données. Donc ils ont sorti les bases de données et c'est bon, ça a été plus rapide. Ok. Voilà. On va faire une pause musicale, ensuite on va Merci. revenir avec les invités. Merci, maître docteur. Population confinée, climat anxiogène. Messieurs les politiques, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui tourne par rond. J'ai l'impression qu'ils nous prennent pour des cons. On nage dans l'incompréhension. On se pose tous plein de questions. Il y a quelque chose qui tourne par rond. J'ai l'impression qu'ils nous prennent pour des cons. Tous les pays sont sous tension. Gouvernement des compétents. Après avoir analysé l'histoire des masques est compliquée. Au début les ministres disaient les masques qu'il fallait pas porter. Bizarrement le vent a tourné. Aujourd'hui force est de constater que nous devons tous les porter. Sinon on se fait réprimander. Le plus dur, ils veulent masquer oui nos enfants, les empêcher de respirer. Il y a quelque chose qui tourne par rond. J'ai l'impression qu'ils nous prennent pour des cons. On nage dans l'incompréhension. On se pose tous plein de questions. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. J'ai l'impression qu'ils nous prennent pour des cons. Tous les pays sont sous tension. Gouvernement des compétents. L'économie est touchée, les petits commerçants dégoûtés face aux mesures inexpliquées. Les restaurateurs dans la peur, les fermetures injustifiées. Ils vont devoir fermer par milliers. En vérité, ils nous prennent pour des enfants. Ils veulent aussi nous vacciner par millions pour des lobbies de plus en plus assoiffés qui ne pensent qu'à s'engraisser. Ne vois-tu pas qu'il y a un problème quelque part? Qu'ils peuvent censurer ma chanson. Et je m'en fous. Ne vois-tu pas qu'il y a un problème quelque part? Mais réveille-toi mon frère avant qu'il ne soit trop tard, trop tard, trop tard. Il y a quelque chose qui tourne par rond. J'ai l'impression qu'ils nous prennent pour des cons. On nage dans l'incompréhension. On se pose tous plein de questions. Il y a quelque chose qui tourne par rond. J'ai l'impression qu'ils nous prennent pour des cons. Tous les pays sont... Exactement 12h50. Nous voilà de retour justement avec un très très beau débat, la crise sanitaire, que vous vous posez des questions justement sur ce virus qui fait beaucoup de dégâts, qui nous a surpris. Hein. Alors nous avons eu auparavant justement le médecin qui a donné justement des détails sur le Covid, pas de questions que vous proposez. Hein. Et comment il est là, c'est Mohamed. Mohamed justement... activité auteur d'une autobiographie. Bonjour Mohamed. Bonjour. Oui, alors on va parler justement de ton activité comme auteur d'une biographie pour la langue comorienne. Oui, en fait, en quelques mots, hein, c'est juste une autobiographie qui raconte mon histoire. Quand j'étais petit, je suis parti étudier en Égypte, accompagné de mes parents. Je l'ai écrit d'abord en langue comorienne et puis je l'ai réécrite en langue française. C'est un acte militant et puis j'ai fait aussi un imagé en langue comorienne aussi. C'est un acte militant qui aide les enfants à l'apprentissage des Comores. Et j'aurais voulu intervenir un petit peu et donner un autre son de cloche par rapport à ce qu'on a entendu tout à l'heure sur la situation sanitaire aux Comores. D'accord. En fait, quand la première crise est arrivée, enfin, il faut rappeler d'abord à nos auditeurs que les Comores, c'est un pays pauvre qui fait partie des pays les plus pauvres du monde. Et quand la crise sanitaire est... Alors, il y a 4 îles aux Comores. Il y a la Grande Comore, Moélie et Mayotte qui est sous occupation française. Donc, dans les 3 îles indépendantes, quand la crise est arrivée en janvier-février 2019, il n'y avait aucun partenaire étranger. Les Comores sont habitués
a toujours travaillé avec l'assistanat, Oui. avec une assistance internationale qui vient, qui apporte l'argent tout le temps. Là, il n'y avait personne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu un groupe de médecins, de praticiens volontaires qui sont mis à la disposition de la direction de la santé au niveau de l'île d'Anjouan, sous la direction du docteur, enfin sous la direction peut-être pas, mais en tout cas impulsé par docteur Ansoufoudine Mohamed, qui est chirurgien, Oui. qui est cardiologue et qui est aussi auteur, écrivain, poète. Et ils ont créé une coordination et avec des objectifs très simples, ils ont mis en place une stratégie. Ils ont dit que nous, on est pauvres. Cette maladie tue beaucoup de gens dans les pays riches. Qu'est-ce qu'on a comme atout? On a un seul atout, c'est la prévention. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé 3 choses. Sensibilisation, information, traçage. Et puis, ils ont aussi travaillé sur les points d'entrée. Oui. Les points d'entrée, c'est-à-dire que on a le port, je parle bien de l'île d'Anjouan, hein, le port et l'aéroport. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mobilisé les gens pour que toute personne qui arrive au port ou à l'aéroport soit tout de suite testée et s'il est positif, isolé. Est-ce qu'il y avait les tests Il y avait suffisants? des tests. Alors, et justement, à propos des tests, il y avait le PCR. Alors, le docteur n'est pas là pour expliquer, mais on a un autre médecin à côté Oui. qui pourrait expliquer le PCR ou la PCR, je ne sais pas comment il faut dire. C'est quelque chose qui est beaucoup plus efficace, apparemment, je ne suis pas médecin, hein, qui est beaucoup plus efficace que les tests rapides. Donc, ils ont pu faire des tests de ce type de PCR et écarter tout de suite les personnes, isoler les personnes qui étaient malades. Mais il y avait une troisième entrée, à part le port et l'aéroport, c'était les gens qui entraient par les barques Yamaha, les barques qu'on appelle les Kwassa. D'accord. D'habitude, ces Kwassa transportent des gens d'Anjouan vers Mayotte pour ce qu'on appelle l'immigration, qui n'en est pas une pour moi. Et cette fois-ci, c'était amusant parce que c'était l'inverse. Comme on avait dit qu'il y avait la Covid à Mayotte, les Kwassa venaient de Mayotte et arrivaient en juin avec des gens contaminés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils ont travaillé, la coordination, là, le groupe de Ansoufoudine et les médecins, ils ont travaillé avec la population, avec les 24 districts, je crois que c'est 24 ou 22, je ne suis pas sûr, c'est 24? Ouais, 24. Avec les 24 districts, ils ont mobilisé la population. Et la population, c'est elle qui a poursuivi les gens qui rentraient par Kwassa. Ils sont allés les prendre. Chaque fois qu'il y avait un Kwassa qui arrivait, ils les prenaient, les gens, ils les emmenaient dans les centres de santé du village. Ils les testaient. Pour se faire tester. Ils les testaient. Et comme ça, on a eu... Alors, je vous donne un chiffre. On a eu, à ce moment-là, la première vague, 163 cas seulement en juin. D'accord. Et combien de morts? 2 morts. Seulement. Alors, comment ça se fait par la suite? Il y a eu des augmentations. Alors, la deuxième vague, ça a eu un problème. Leur faiblesse, ça a été ça. Alors, moi, l'association, on a été en communication avec le docteur Asif pour préparer cette émission. Il nous a même donné ses besoins. Si vous nous donnez le temps, on vous les dira tout à l'heure. Les besoins qu'il y a. Et puis les chiffres aussi. Hein. Les chiffres, je vais vous en donner un petit peu. La deuxième vague, quand la deuxième vague est arrivée, le point faible, c'était justement cette histoire de point d'entrée. Les points d'entrée, comme je vous ai expliqué la première vague, ils les ont contrôlés. Là, non. Là, ils n'ont pas pu les contrôler. Est-ce que la deuxième vague, les gens rentraient sans être contrôlés? Voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à la deuxième vague, les gens arrivaient par bateau. Oui, et non contrôlés. Voilà, par bateau de Mayotte. C'est-à-dire que Mayotte. Et là, c'est vraiment... Alors, ma question, excusez-moi, oui, je vous en prie. Est-ce que lorsqu'ils partaient de Mayotte, ils étaient contrôlés avant, justement, dans l'embarquement? Ça, je ne suis pas sûr. C'est à vérifier. Je ne pense pas. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas affirmer. Voilà. En fait, c'est une expulsion en tant qu'immigré. Voilà. Et du coup, il y a un protocole, en fait, qui n'est pas respecté dans ce sens-là. D'accord. Voilà. Donc, ça, on ne peut pas l'affirmer ou l'infirmer, mais généralement, en fait, on les expulse comme des malpropres. Alors, je vais vous donner des chiffres parce que c'est là qu'on voit que je ne veux pas dire que la deuxième vague ou le variant sud-africain est venu de Mayotte. C'est une hypothèse, mais ce n'est pas sûr. En tout cas, les chiffres... Et ils en parlent. Ils viennent de Mayotte. Hein, oui, voilà, ils en parlent. Alors qu'on parle de Moïli, d'habitude. Alors, vous savez, ils ont renvoyé des gens en septembre 682, en octobre 958, en novembre 2273, en décembre 2630, en janvier 1976. Or, à Mayotte, il y a eu une période où
Mayotte était fermée. Et quand c'est fermé, normalement, c'est bidirectionnel. Oui. C'est-à-dire que les gens n'entrent pas, mais ne sortent pas Ne non sortent plus. pas non plus. Et ils ont envoyé toute cette masse de personnes en juin, alors qu'ils allaient leur ramener aussi la maladie, puisque ce sont des gens qui vont revenir. Et là, je dois dire qu'il a manqué d'humanité Voilà. vis-à-vis de l'autre île. Alors, il y avait dans ces barques, dans ce bateau-là, qui s'appelle le Maria Galanta, ça vous parle, Maria Oui, ça Galanta, me chez parle, vous, oui. en Martinique. On a eu Et- des contaminations aussi sur le bateau, pas mal Alors- de personnes qui étaient parties aussi. Hein. Ah, d'accord. Et là, en fait, ce bateau, selon le médecin d'Anjouan, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il ne devrait pas dépasser les 50 personnes. Et vous savez, en moyenne, il y avait combien? Combien de personnes? En septembre, il y avait en moyenne 74 personnes. En octobre, 65 personnes. En novembre, 103 personnes. En décembre, 125. En janvier, 123 personnes. Vous voyez? Donc, ils ont eu cette faiblesse du point d'arrivée. Et donc, ils n'ont pas pu contrôler le point d'arrivée. Et ça a fait cette deuxième vague qui a Ça posé... explique justement. Voilà, ça explique. Alors, il y a beaucoup de cas. Il y a 609 cas. Ça, c'était depuis la crise en avril. Et aujourd'hui, on a eu 450 cas guéris dans la deuxième vague. Il y a 26 décès, 28 décès. Mais là, les chiffres sont seulement depuis Alors, quels sont les diagnostics aujourd'hui, docteur? Je ne suis pas docteur, hein. Le docteur il est parti. voilà. Non, je suis à la place du docteur, Voilà. mais c'est pas Quels moi sont le les docteur. diagnostics aujourd'hui? Alors, les solutions qui sont proposées, vous voulez... Oui, les solutions. Voilà, les solutions qui sont proposées, c'est que le docteur Ansifoudine donc nous disait qu'il y aurait des axes sur lesquels il faut travailler, parce que les masques, les gels, c'est gentil, mais il faut aller plus loin. Tout à l'heure, le docteur a parlé d'un médicament, là, l'examéthasone. Est-ce Voilà. qu'il est efficace? Il en parle, le docteur, il dit que ce sont ce genre de choses qui manquent, c'est-à-dire qu'il manque des corticoïdes et il manque des anticoagulants. Et il a donné plusieurs noms, donc celui-là et un autre. Ensuite, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il a parlé aussi vous savez, chez les musulmans, on a des... Lorsqu'il y a un mort, on a Les rites le rite mortuaire, le lavage mortuaire. Oui. Donc, ça, c'est un problème au niveau de la médecine. Ici, en France, ils l'ont bien maîtrisé, ils ont formé des gens. Et là-bas, en juin, ce groupe-là a formé avec la coordination. Entre parenthèses, le gouvernement comorien, pour une fois, a été à la hauteur. Et moi, je ne suis pas du tout pour le gouvernement comorien, pas du tout. Et je le critique. Je sais qu'il y a Il y a des choses qui ne sont pas faites. qui sont pas faites et même ils usurpent le pouvoir selon moi. Mais sur cette crise-là, au début, comme il n'y avait personne, il n'y avait pas d'étrangers, il n'y avait pas d'aide internationale, ils ont assuré la nourriture, assuré les médicaments, assuré l'hospitalisation gratuite pour toutes ces personnes-là. Et là, vraiment, il faut... Quand les choses se passent bien, il faut le dire, il faut reconnaître. Alors, quel est Donc, l'appel aujourd'hui? Alors, l'appel du docteur Ansifoudine, il dit qu'il faudrait que pour ces personnes qui font les lavages mortuaires, c'est un problème parce que s'ils ne sont pas formés, et ils sont en train de les former, Ils sont contaminés. ils vont continuer à propager le mal. Donc, il faut les former, et il a proposé 2 kits. Un kit pour eux, pour ces gens-là, alors dans lequel... il y a des consommables. Il pense qu'il y aurait besoin de 10 combinaisons étanches, 25 paires de gants d'examen, 5 surchaussures, 10 masques FFP2, 5 tabliers en nylon, 100 grammes de chlore ou 10 flacons de javel, 5 sachets poubelles 50 litres, un sac mortuaire. Et puis, il a donné aussi, toujours pour ce kit-là, des outils réutilisables comme les bottes, 5 bottes, les lunettes ou visières, 5, les tabliers en toile cirée, 5, un pulvérisateur, 5 gants de ménage, 3 seaux de 5 ou 20 litres. Voilà, alors, ça c'est le premier kit. de l'association IMA, Voilà, de mettre IMANA, ça en place, ouais. pour envoyer. Tout à fait, c'est ça qu'il faudrait faire. Et il y a une autre proposition du docteur Ansif. Donc il y avait 3 choses. La première, c'est les médicaments dont j'ai parlé tout à l'heure, les anticoagulants et les corticoïdes. Oui. Merci. Deuxièmement, ce kit pour le lavage mortuaire. Et il y aurait aussi une idée que la coordination nous propose, c'est que chaque association prenne en charge une école, à Moussamoudou, à Sima, à Bimbini, je ne sais où. On prend une école. Cette école devient une école modèle. Et on les aide. On leur fournit les masques. Alors là, il a fait aussi
si vous permettez, je vous Oui, la donne la allez-y, liste. Le kit pour prévention et contrôle de l'infection PCI au niveau communautaire. Donc, c'est pour la désinfection des ménages ou places publiques. Il faut 50 grammes de chlore pour 20 litres d'eau chlorée ou 4 flacons de Javel Berlingot pour 20 litres. Des combinaisons en coton lavable, des pulvérisateurs 16 litres, des pulvérisateurs manuels 1 litre, des torchons, des gants de ménage. Et pour la prévention, au niveau des établissements scolaires, il y a évidemment les masques pour les enfants. Il y a le point d'eau. Il faudrait qu'il y ait un point d'eau avec permanente. C'est une citerne de 500 litres ou plus. Sinon, un dispositif de lavage des mains. Ça s'appelle un DLM. 200 litres. Et il faudrait un distributeur mural de savon en gel, Oui. un savon liquide et un séchoir électrique. Voilà, moi j'ai fini. Alors, quelle est l'action, justement, de l'association Imana? Quelle est l'action? Voilà, Alors, c'est à vous maintenant. En fait, déjà, en fait, je ne sais pas si vous avez saisi un peu cette liste-là. Oui, c'est une grande mais, liste. Hein. mais Ouais. ça paraît grand Beaucoup de comme ça, manques. Hein. mais en Ouais. termes de coût, ça ne dépasse pas les 30 euros Par kit. par kit. Par kit, Ah, hein. c'est super. Voilà. C'est une C'est-à-dire très bonne que nouvelle. Vous êtes Là- renseigné. alors. Là, en fait, quand on regarde le chlore, parce qu'en fait, 50 grammes de chlore, quand on achète du coup chez les spécialistes, du coup, le chlore, on ne veut pas l'acheter à un grammage près, mais du coup, c'est des quantités un peu plus importantes. Du coup, quand on s'adresse du coup à un fournisseur pour avoir des pulvérisateurs, je vais y arriver. Du coup, en fait, c'est des choses que acheter en gros peuvent coûter vraiment moins cher. Mais du coup, pour arriver En achetant en gros, vous avez une réduction. voilà, sur- on a sur- une réduction. Maintenant, nous, on est une association qui bénéficie du coup d'un CRFA. Du coup, on a la possibilité aussi d'avoir des prix un peu plus intéressants. Mais c'est pour mettre encore le point là-dessus. C'est-à-dire qu'on arrivera à bout de ce virus que si tout le monde se mobilise. Se mobilise. Voilà, parce qu'en fait, si on ne se mobilise pas aujourd'hui, on pourra parler, on pourra faire des rassemblements, Des actions. collecter des masques, mais si les choses en profondeur ne sont pas mises en avant, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas avancer. Comme le docteur Didier le rappelait tout à l'heure, la distanciation, c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, il y a aussi d'autres choses qu'on peut mettre en place pour vraiment, parce qu'en fait, la distanciation, c'est avant la maladie. Bien sûr. Maintenant, quand le patient est atteint, quand il y a des formes critiques, il faut trouver ne serait-ce qu'un protocole d'accompagnement, des choses qu'on va pouvoir mettre en place. S'il vient avoir un décès, aujourd'hui, on doit aussi pouvoir accompagner. Accompagner. En fait, Le lavage, le lavage fait dans les règles. Voilà, pour ne pas contaminer du coup ceux qui sont En Soignants. bonne santé. Donc en et les fait, soignants. c'est tout un processus aujourd'hui. Aujourd'hui, comme je vous disais, en fait, nous on est une association du coup sur l'agroécologie qui était appelée du coup à œuvrer sur des actions classiques. On se retrouve du coup à faire ça parce qu'en fait, on est dans la nécessité. C'est-à-dire qu'on a la structure aujourd'hui, on a les possibilités de le faire. Maintenant, il faut qu'il y ait de l'engagement. Et de la prévention. Exactement. On va donner la parole justement à Sassimou, c'est bien ça, Yasmine? Docteur Sassimou. Hein. Voilà, je vous donne la parole justement avec tout ce que vous avez entendu. Quel serait votre point de vue justement sur le Covid-19 et avec tout ce qu'on doit justement mettre en place justement du côté de Anjouan? Bonjour tout le monde, je vous remercie donc de m'avoir accueilli au sein de ce plateau. Je remercie mon ami, mon frère Maïdou qui m'a invité, n'est-ce pas? Effectivement, beaucoup de choses ont été dites sur cette crise sanitaire, notamment par le confrère le docteur Didier, on va dire, et le reste, hein, monsieur Mohamed, monsieur... On Louis. Je pense que je n'ai pas beaucoup de choses à rajouter, sauf que je vais encore répéter certaines choses. Oui. Je vais répéter le fait que nous avons la chance d'être dans un pays comme la France. Nous sommes français et nous sommes nantis, parce qu'on arrive à avoir ce qu'il faut et en termes de matériel, en termes de personnel. Donc c'est une bonne chose.
Je suis fière et même contente d'avoir devant moi un jeune. Et docteur, sans vous interrompre, c'est vrai qu'à l'hôpital, il manque justement du personnel aussi. Il manque des personnes soignantes. C'est vrai, lorsque nous nous trouvons à l'hôpital, parce que j'y travaille, on a des manque de soignants, manque de médecins. Tout le monde sont en crise en ce moment parce qu'on n'arrive pas à subvenir justement à la crise qu'il y a aujourd'hui. Malheureusement, comme vous l'avez bien dit, on manque de personnel médical. Il faut savoir que pour former un médecin, c'est une bonne dizaine d'années. Bien sûr. Un médecin généraliste, n'en parlons pas les spécialistes. Ce problème de manque de médecins ne date pas d'aujourd'hui. Il y a un désert médical. Et de soignants aussi. Et de soignants, évidemment. C'est pas quelque chose de récent. Malheureusement, avec la crise, on le ressent beaucoup plus. Mais ça fait déjà pratiquement une vingtaine, voire plus. Je me rappelle encore de mes cours en statistique en 1992. Le professeur qui nous enseignait sur les statistiques, il nous disait, dans 20-30 ans, vous allez voir, il y aura un manque terrible de médecins. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ça, on ne va pas rentrer sur ce sujet parce que, évidemment, c'est des concours qui sont durs. Les jeunes veulent être médecins maintenant, mais ils sont recalés. Oui. A priori, il n'y a même plus le droit du redoublement. Un étudiant en médecine passe une année et si ça ne marche pas, il ne peut pas redoubler. Donc, finalement, on le paye cher. Aujourd'hui, la crise, elle est là pour nous montrer qu'il y a des choses à revoir pour répondre à la question. En ce qui s'agit des infirmières, des aides-soignantes, c'est vrai, on entend justement les hommes d'État, les politiciens en train de dire comme quoi lorsqu'il y avait justement le premier confinement, il y a une prime, disons, de 1 500 €. Cette prime-là ne suffit pas justement aux personnes soignantes pour pouvoir subvenir justement au protocole qui est en face de nous. Effectivement, je pense que ce n'est pas assez pour le travail qu'on fait, que ce soit le personnel soignant, les médecins, tout le monde, les techniciens, parce qu'un hôpital est géré par beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Il y a ce qu'on appelle une usure, parce qu'on donne de trop. Mentale aussi. Mentale. Donc il y a la charge mentale qui est là, il y a l'usure physique. On a beau se démêler, on a beau être conscient, mais on ne peut pas. Il y a des lits. Il y a des fermetures aussi de lits. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. En réanimation, une infirmière ne peut suivre que 3 patients. C'est impossible. Là maintenant, avec la crise, l'épidémie, parce que c'est une pandémie pour dire les choses, oui. On ne peut que fermer des lits parce qu'une personne ne peut pas tout assumer. Malheureusement, ça fait pratiquement 1 an que ça dure. Et comme disait Didier, on ne sait pas jusqu'à quand. On doit juste se dire qu'on doit faire une bonne prévention, que chacun, ce que moi je voulais rajouter dans tout ce qui a été dit, c'est qu'au final, cette maladie concerne tout le monde. Tout le monde, le monde entier. Le monde entier. Et à tous les niveaux, les soignants tout seuls ne peuvent pas assumer. Il faut que chaque personne se mette bien en tête que la prévention le concerne. Que ce soit dans un pays riche ou dans un pays pauvre. Alors, effectivement, dans les pays pauvres, il n'y a pas l'éducation nécessaire parce que les gens minimisent les faits. Bien sûr. D'autant plus que non seulement ils minimisent les faits, donc ils ne font pas la prévention qu'il faut, mais il y a une honte. Je ne sais pas si ça a été dit. Non, ça n'a pas été dit. Ça n'a pas été dit, l'histoire de la honte. Ce que je constate, ce que j'ai pu analyser, comment dirais-je, de plus en plus, je me rends compte de ça, parce que comme il disait Didier, je répète toujours Didier parce qu'il a dit pas mal de choses. Oui. C'est une maladie qu'on ne connaît pas, on ne connaissait pas. On apprend qui est inconnue. On apprend dans le tas, c'est l'expérience du terrain. On voit des choses, vous parliez tout à l'heure de l'essoufflement, de la dyspnée, etc. Effectivement, oui. Moi je vois des patients, des jeunes, c'est des jeunes qui ont 25 ans, 30 ans, qui ont fait de la réanimation et qui aujourd'hui, ils se présentent avec cette dyspnée-là. Cette symptôme encore. Exactement. Maintenant, qu'est-ce qu'on leur dit? On va suivre. On va vous suivre, on va refaire des scanners s'il le faut, mais en fait, il faut laisser le temps au temps. Du moment qu'on a fait les explorations fonctionnelles respiratoires pour vérifier s'il y a une bonne capacité respiratoire ou pas, on ne leur donne pas de réponse, on n'en a pas. On verra avec le temps. Est-ce que vous ne pensez pas que les gens, ils ont peur justement de contaminer ou bien de contaminer eux-mêmes aussi leur famille qui prennent justement le vaccin? J'ai pas compris. Est-ce que vous ne pensez pas que ceux qui prennent le vaccin, ils ont peur d'être contaminés ou bien de contaminer aussi leurs proches? Bien sûr, on a peur de contaminer les autres.
nous, en tant que soignants, nous sommes des personnes à risque. Oui, bien La sûr. plupart de mes collègues médecins qui sont plutôt dans le domaine hospitalier, comme notre confrère Didier, ils se sont vaccinés. Alors, parce que les professionnels, les soignants, c'est à partir de 50 ans et avec un terrain pathologique. Risque, voilà. À risque. Donc, comme il n'y a pas assez de vaccins, c'est eux qui sont vaccinés en premier. Mais... Alors, lorsqu'on prend le premier vaccin, il faut attendre à peu près 2 semaines, je pense, pour pouvoir prendre le deuxième vaccin. Et comme il y a une rupture de vaccin, ça se passe comment? Pareil, c'est qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. On attend pour qu'il y ait les doses qui vont arriver. Est-ce qu'il sera efficace? Est-ce qu'ils vont prendre le deuxième vaccin? Oui, ils vont prendre le deuxième vaccin, évidemment. D'accord. Quand il sera disponible. Il sera disponible. Alors la souffrance justement à l'hôpital, c'est vrai, il y a ceux qui viennent en pleurant, il y a ceux qui ont la trouille de contaminer leurs enfants, de contaminer aussi leurs parents. Hein. C'est vrai, mentalement, psychologiquement, on a mis justement une cellule psychologique à l'hôpital pour tous ces personnels. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? C'est une bonne chose, évidemment, parce qu'il faut partager. Le fait même qu'on soit tous là aujourd'hui, on n'est pas dans un hôpital, on est dans une radio. Le fait d'en parler, c'est important pour tout le monde. Ceux qui nous écoutent, merci beaucoup aux auditeurs, ils apprennent des choses et ça permet de décanter un petit peu la pression psychologique. Parce que la pression, elle est conjoncturelle. Hein. C'est autant du point de vue psychologique, on était habitué à gérer sa propre vie, à gérer les choses et on pensait que tout était acquis. Là, on se rend compte que rien n'est acquis au final. On est obligé toujours de revenir à la base. Comment dirais-je, les barrières, les gestes barrières. N'oublions pas ça, parce qu'il n'y a que ça qui peut sauver son prochain. Et c'est Docteur, la vie ne sera plus pareil comme avant. Exactement. Voilà, en quelque sorte. On va tous le voir, parce que personne n'a la science infuse, je dirais, et on fait avec. La seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est pareil, c'est les gestes barrières. Je voulais juste revenir sur ce soutien psychologique dont vous venez de parler là, parce que c'est ce qui manque vraiment en juin. Oui. Parce que en fait, il y a eu une sorte de dépression. Les gens sont déprimés et ils laissent circuler des rumeurs. L'hôpital Bambao, dont vous avez parlé au début de l'émission, est considéré aujourd'hui comme un mouroir par les gens, comme un endroit où on va tuer les gens. Et donc, la coordination, là, ce qu'ils ont essayé de mettre en place, et ce qu'ils espèrent, c'est que ça continue et que cette expertise dure, parce que, comme disait le docteur tout à l'heure, Didier, c'est une maladie qui risque de durer. On ne sait pas. Donc, ce qu'ils voudraient, c'est que cette expertise puisse être mise en place chaque fois qu'il y a des crises. Et je voudrais finir sur une note un peu positive, parce que, en vous donnant quelques chiffres. C'est-à-dire que le taux de positivité, c'est comme ça qu'on sait si la situation est grave ou pas. Et à la première vague, en juin, il y avait 3% de cas positifs. Et à cette deuxième vague, ils ont refait les taux. Oui. En janvier, première semaine, 28%. Deuxième semaine, 44%, ça monte. Troisième semaine, 59%, ça monte encore. Quatrième semaine, 67%. Et février, 38%, première semaine. Deuxième semaine, 16%. Alors, c'est inexpliqué. Alors, ils ne savent pas. Où est-ce qu'ils vont chercher justement les statistiques? Ben, ce sont eux, c'est le comité, la coordination qui travaille avec la direction de la santé en juin, qui fait ce travail-là, qui nous ont donné ces chiffres. Voilà, mais c'est quand même une note positive, docteur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on souffre, même s'il y a eu des morts. Hier encore, on a perdu une personnalité connue, mon cousin Amir El Arif Boba. Et donc, il y a encore des gens qui meurent, mais c'est comme ça. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont morts aussi ailleurs. Nous, le nombre de morts par rapport à la population, pour l'instant, on touche du bois, ça va. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras. Il faut au contraire aider et donner. Voilà, et de mettre en place justement une mise en place pour les protocoles justement sur l'île. Et du coup, pour aiguiller ce que M. Mohamed vient de dire, c'est-à-dire que pour 700 cas détectés sur l'île d'Anjouan, il y a eu 500 guéris. Voilà, et du coup, en fait, vraiment, la chose aujourd'hui à faire, c'est ce que Imana fait à travers ses réseaux sociaux, c'est vraiment sensibiliser, parce qu'on a vraiment un problème avec la sensibilisation, parce que la population ne croit pas à la maladie. Et quand
Il y en a beaucoup. Hein. Voilà, Ouais, c'est ça. voilà. Il y en a énormément. Voilà, Ouais. ils ne croient pas à la maladie. Des fois, il y a même un jeu politique. Il y en a qui disent que oui, en fait, C'est politique. c'est politique, c'est des moyens de déstabilisation de l'autre De parti mettre en place politique. certaines lois. Voilà, certaines choses. Voilà. Alors que la maladie est réelle. Et encore, on a ce problème-là de la peur d'aller à l'hôpital. C'est-à-dire que quand on est malade, les gens, du coup, ne vont pas à l'hôpital pour se faire, du coup, accompagner ou orienter. Ils se disent, ça va passer parce que si je vais là-bas, je vais me mélanger avec d'autres personnes qui sont malades. Et je vais Alors mourir. je rebondis Voilà. parce que ceux qui vont à l'hôpital, ils pensent qu'en allant à l'hôpital, on va les déclarer Covid-19. Ça aussi, il y a cette peur aussi. hein. Ouais. Alors, Voilà. aux Comores, on n'a pas encore cette façon de voir les choses. C'est-à-dire que c'est la peur d'être mélangé avec des les gens, autres. avec les autres, et peut-être qu'ils Sont sont un peu- contaminés. ils sont contaminés, que moi, j'ai pas la même contamination que eux. Du coup, c'est ça qui fait encore que les choses s'enveniment, parce qu'en fait, il y a des gens qui meurent, on ne sait même pas De quoi, de quoi ils sont morts, et comme on n'a pas d'autopsie, on ne fait pas d'autopsie, ce qui fait que derrière, Alors là, le ce sera- lavage ce sera un mortuaire... grand débat parce Voilà. que c'est vrai qu'il n'y a pas d'autopsie lorsque vous êtes décédé du Covid-19. Voilà, hein. exactement. Voilà. Alors, c'est parce que ça passe très vite l'heure. Alors, le mot de la fin de chacun, et on peut en donner la place à M. Saïd, et avec aussi le médecin et la compagne, et M. Chafaoui. Alors, le mot de la fin. Docteur. Docteur. Le mot de la fin, je dirais que restons positifs et unis face à la maladie. N'oublions pas que la prévention, c'est la chose la plus importante. Pour nos frères et sœurs qui sont dans certains pays pauvres, alors on parle des Comores, mais il y a aussi beaucoup d'autres pays, hein, tout le monde, c'est le monde entier. Il faut que chacun sauve l'autre, donc soyons vigilants. Et n'oubliez pas les préventions, les protocoles, hein, Voilà, qui est très important. tout à fait, exactement. Merci, docteur. Le mot de la fin. Oui, ben, restons positifs. Restons positifs. Il faut être solidaire. C'est ça qui est le plus important. Là, il faut positiver, pas voir que les aspects négatifs. Et le pays s'en sort très bien par rapport à un pays qui est très pauvre grâce à nos talents de médecins qui ont pris de leur temps. Ils ont été malades, ils ont eu le Covid. Mais ils ont fait beaucoup pour le pays, et maintenant il faut qu'on donne. Là, je rappelle que il y a besoin d'anticoagulants. J'ai retrouvé le nom qu'il donnait, c'était le Lovenox. Oui. Les corticoïdes, le démaxétasone dont parlait le docteur, et Dectancil. Démaméthasone. Dexaméthasone. Tasone, hein. J'ai inversé. Et Dectancil. C'est vrai, Et c'est la plus prononciation. le deux kits dont on a parlé tout à l'heure, il faut vraiment qu'on donne et qu'on aide, parce que c'est comme ça qu'on va vaincre cette maladie. D'accord. Ben, je vous remercie. Le mot de la fin. Alors, moi, pour conclure, je dirais qu'en fait, comme je l'ai rappelé, martelé encore une fois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est soutenir les associations. Parce qu'en fait, on a un problème politique aux Comores, ça n'avance pas, on ne sait pas pourquoi, on en a Il y a des parlé. années que c'est comme ça. Ça fait des années que c'est comme ça. Aujourd'hui, il y a des associations qui œuvrent. C'est-à-dire que nous, on est là, on fait les choses. Si vous êtes avec nous, bah, tant mieux, on va avancer. Mais soutenez les causes associatives, parce qu'en fait, c'est quelque chose vraiment qui va pouvoir vraiment apporter quelque chose. Nous, aujourd'hui, on a basé nos actions sur des adhésions qui se font directement sur Internet. C'est-à-dire qu'on a une transparence comparée aux autres associations D'accord. qui est inégalée. C'est-à-dire que tout se fait directement sur Internet. Vous recevez votre facture. Vous avez la possibilité de défiscaliser. Vous avez toutes les possibilités possibles pour adhérer en toute confiance. Pour vous donner une ordre d'idée aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avec la défiscalisation, notre adhésion de 18 € vous revient à 20 centimes la journée. C'est-à-dire que par jour, c'est comme si je mettais 20 centimes. Aujourd'hui, on a une adhésion, la base de notre adhésion qui est à 18 €. Mais 18 €, ça ne représente que 60 centimes par jour. D'accord. 60 centimes, ce n'est même pas 1%. C'est 1,3% d'un salaire moyen en France. On peut vous trouver, est-ce que vous avez des liens? On peut vous retrouver. Alors, nous, il suffit de taper sur Internet, du coup, asso-du6 Imana. Du coup, vous avez notre site Internet.
ou pour vous adhérer, du coup, vous allez sur Hello Asso. Donc, il y a Asso dans tout. Hello Asso, vous tapez Imana, I-M-A-N-A. Et du coup, vous avez notre lien pour la cagnotte, du coup, pour le Covid. Vous avez le lien pour vous adhérer directement. Merci, oui, pour toutes ces informations, hein. On va laisser la parole, la fin à monsieur Mohamed Chefaoui, qui est adjoint maire de la ville d'Épinay-sur-Seine. Alors, monsieur Chefaoui. Alors, moi, je tenais déjà à préciser que je suis accompagné de ma collègue, Oui. Maryse Saïd Abdallah, qui est conseillère déléguée et qui m'accompagne dans ma tâche auprès des associations. Donc, je tenais à remercier tout le monde, et à remercier particulièrement le président de l'association Imana, et pour cause, hein, les associations, c'est notre vie ici. Bien sûr. Rappelez qu'à Épinay, nous avons de nombreuses associations qui se sont activées. Vous avez combien d'associations justement qui sont activées? Notamment, je peux en citer quelques-unes. Le Sourire de Farida, c'est plein de jeunes qui distribuent tous les 15 jours, un samedi sur 2, qui font de la distribution de colis alimentaires. Elles collectent ça à l'îlot, par exemple, elles collectent ça, elles se débrouillent, et elles arrivent à distribuer pour apporter de l'aide aux familles en difficulté sur Épinay. Il y a le Sourire de Farida, il y a l'association Franco-Berbère qui, elle, distribue aussi, c'est un mercredi sur 2. On a le Secours Populaire qui distribue aussi un mardi sur 2. On a la région, il faut la citer, la région Île-de-France. Et au passage, je remercie Madame Valérie Pécresse, la présidente de la région d'Île-de-France, qui régulièrement, on en est à la 4e ou 5e distribution que nous organisons à Épinay, à l'Espace Lumière, où on distribue des colis, 250 à 300 colis complets, voilà, pour nos associations. Donc, il y a du travail qui est fait sur Épinay. Et si on parle de vaccination, notre maire, M. Hervé Chevreau, a insisté et continue d'insister pour ouvrir un centre de vaccination à Épinay. On a eu l'autorisation de l'ouvrir le 1er février. Donc c'était hier ou avant-hier. Donc on a eu l'autorisation de l'ouvrir, on l'a annoncé et malheureusement 2-3 jours avant le 1er février, on nous a annoncé qu'il n'y avait pas de dose. C'est le problème général. On ne lâche pas, monsieur le maire ne lâche pas l'affaire. On insiste pour que dès que les doses de vaccination arrivent, on ouvre ce centre de vaccination à Épinay pour faciliter la vie de nos spinaciens qui n'aillent pas à l'autre bout de la France pour se faire vacciner. Alors, en parlant de vaccins, j'ai entendu dire que ceux qui ont été contaminés par la Covid, ils n'auraient pas droit à la première vaccination, ils auraient la deuxième qui considère comme un rappel, je dirais. Bon. C'est une idée des scientifiques. Donc, toutes les idées sont bonnes à prendre. Voilà, j'ai fait un peu le tour. Je remercie Linda, Fanfan Musique, Saïd, et j'espère ne pas en oublier, qui nous ont invités à cette réunion. Voilà, pour débattre. Merci, monsieur Chefaoui, adjoint maire. Et comme on dit, tout le plaisir était pour moi de te recevoir dans l'émission Caribbean People. On va laisser le mot de la fin au docteur qui va donner son mot de la fin. Oui, mon mot de fin, c'est... Écoutez, j'espère qu'il y a beaucoup d'enjoignés qui écoutent. Il y a un de vos enfants et un des, j'aime pas dire ce mot, experts au niveau de la Covid ici en France. Je travaille gratuitement pour Enjoint. J'ai mes coordonnées sur Facebook. Il n'y a pas de traitement pour cette pathologie. Je suis à leur service pour donner des expertises managériales. Ça s'apprend. Ça, c'est pas, on n'apprend pas ça à la fac de médecine. Donc, s'ils veulent des aides, je peux les aider sur l'organisation de l'hôpital, le système de santé, comment, justement, j'ai entendu les soins de décès. Ça se fait en France. J'ai l'expertise. Je peux vous expliquer. C'est gratuit. Je vous fais le protocole si vous voulez. Moi, je suis apolitique. Vous voulez quelque chose, je vous les donne.
donnent gratuitement et vous pouvez vous en sortir. Et le seul traitement actuel, c'est les gestes barrières. Ne cherchez pas, en tout cas, dexaméthasone, Lovenox. Ça revient très cher. C'est cher pour Anjouan. Ça m'étonnerait qu'ils ont les moyens d'avoir des corticothérapies. Donc avant d'arriver à cette forme maligne, mettez le paquet sur les gestes préventifs. C'est barrières, lavage des mains, masque, etc. Voilà. Merci docteur. On va laisser la parole à Saïd Mendou, qui a donné l'opportunité de recevoir tout ce monde dans les locaux de Radio Fanfan Musique avec l'association Imana, pouvoir s'exprimer justement sur la crise sanitaire d'aujourd'hui. Je laisse la parole à Saïd Ali Mendou. Bonjour les auditeurs et auditrices. Je voudrais saluer les invités. Un beau plateau composé de médecins, des élus, de membres associatifs. Et par la même occasion, je dis un grand merci à Fanfan Musique, le président de la radio, à toi-même, chère Linda, la directrice, et à toute l'équipe. C'est-à-dire, vous avez tout fait pour que ce débat ait eu lieu. Franchement, je dis bravo, parce qu'aujourd'hui, on doit accompagner les jeunes, ces jeunes talents, qui travaillent bénévolement, qui essaient de donner aux autres là-bas. C'est très intéressant de nous, les anciens, les accompagner dans leur projet. Ouais. Et puis moi, je veux dire quelque chose parce que j'ai peur que les gens ne disent pas c'est-à-dire, comme ils ont une honte de déclarer la maladie. Il faut la déclarer. Et parfois, ils restent, ils ne disent pas, et quand la maladie évolue sur une forme grave, c'est là où ils se dirigent dans les hôpitaux, et là, c'est grave. Là, c'est pourquoi je dis, quand on est malade, il faut aller à l'hôpital. Quand on présente les symptômes, il faut tout de suite se diriger vers les hôpitaux pour se soigner. Et franchement, parce que aussi, je dis je parle un peu à tous mes compatriotes, quand la maladie touche une famille, nous devons soigner les membres de cette famille. Mais quand il touche une ville, on doit faire en sorte d'éviter sa propagation. Mais là, aujourd'hui... Qui va très vite. Et là, aujourd'hui, cette maladie touche les îles. Maintenant, on doit soigner tous les habitants des îles, pas une ville ou une autre. Parce qu'on peut soigner une ville, et la ville voisine, les gens sont malades, ça revient au même. Contaminé. Alors, on doit se mobiliser, on doit être ensemble pour soigner, pour essayer d'aider ces associations qui œuvrent beaucoup, et pour faire en sorte, pour éradiquer cette maladie. Et moi je dis bravo et merci beaucoup d'avoir invité Imana. Tout le plaisir était pour moi de recevoir l'association Imana. Et comme on dit, pour parler de la crise sanitaire. Et je te remercie aussi, Saïd, avec toutes les personnes qui étaient présentes dans les locaux de radio, télévision, Fanfan Musique. Et lorsque vous avez justement des débats comme ça, des débats concrets, des questions que les gens se posent, tout le plaisir est justement pour la radio qui est fondée sur la ville d'Épinay-sur-Seine de venir faire un débat. Justement, j'ai parlé au président d'inviter le maire Avec plaisir. Le maire de Moutsamoudou, la deuxième ville de Comores, la capitale de tous les Anjouanais, qui est présent. Peut-être Mohamed sera présent aussi. Parce que lui aussi il travaille beaucoup sur la salubrité, tout ça. Bon, je vais faire la demande à Fanfan s'il peut inviter ce grand monsieur qui a fait ses études ici et aussi qui a œuvré dans le monde associatif. Merci à toi, Saïd. Merci justement à l'association Imana qui est venue développer justement la crise sanitaire qui se passe du côté d'Anjouan. Tous les plaisirs étaient pour moi de vous recevoir. Et le mois prochain, je recevrai une infectiologue qui est justement à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges. Elle va venir justement débattre justement, comme elle est spécialisée en infectiologie, la crise sanitaire. Merci à vous tous. Bonne écoute. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec des artistes. Mais il n'y a pas que des artistes, il y a aussi, vous voyez, aussi des associations. Bon week-end à vous tous et à très bientôt. Merci. Messieurs les politiques.